Alors, donc ce soir, c'est la deuxième partie de mon système immunitaire et mon passeport santé. Au cours de la première, on avait vu qu'est-ce qu'était en fait le système immunitaire, vraiment dans le fonctionnement, dans la définition avec tous les acteurs. Et puis, on avait déjà abordé en fait le rôle de l'alimentation. Et dans une troisième partie, on verra plus en détail le rôle du stress dans l'immunité, qui est aussi très important, et je pense qu'on fera ça en septembre. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'alimentation adaptée au bon fonctionnement du système immunitaire, et puis vraiment aller dans le détail, qu'est-ce que je mets dans mon panier de courses pour que ça fonctionne bien. Je rappelle donc que je suis naturopathe, sophrologue, qu'au départ, j'ai travaillé pendant 20-25 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et en fait, voilà, en immunologie, ce qui m'amène à avoir un peu cette double casquette, cette double spécialité entre le système immunitaire et puis l'aspect naturopathie, alimentation, méthode naturelle, en fait, pour intervenir dans ce système. Donc, c'est à ce double titre, en fait, que j'interviens aujourd'hui pour Ostéo et Plus. Alors, le plan, il est très simple. On va rappeler en quelques minutes ce qu'est le système immunitaire. Et puis ensuite, on va diviser principalement en deux parties. Les macronutriments qui sont indispensables au fonctionnement du système immunitaire. Et puis ensuite, les micronutriments. Et puis ensuite, on réservera un petit quart d'heure pour si tu as des questions et si je peux y répondre. Alors, le système immunitaire, on le compare souvent à une armée. C'est voilà, c'est ce qui va nous permettre de nous défendre contre toutes les substances étrangères pathogènes. Donc, c'est un système qui va permettre de les reconnaître. En fait, il reconnaît le soi du non-soi. Tout ce qui est anormal, il est normalement capable de le reconnaître et il va en fait mettre en branle toute une série en fait de cellules et puis de systèmes en fait d'action pour neutraliser ces substances et puis finir par les éliminer. Il y a 4 grandes barrières dans ce système. Il y a une première, c'est une protection vraiment mécanique avec toutes nos muqueuses. La peau en fait partie et puis toutes les muqueuses aussi internes, digestives, etc. Il y a une protection chimique, par exemple la sueur aussi peut nous défendre contre des pathogènes qui arrivent au niveau de la peau. Ensuite, la deuxième barrière, c'est ce qu'on appelle l'immunité non spécifique qui est innée. C'est l'inflammation en fait partie et puis certaines cellules. C'est-à-dire qu'on dit qu'elle n'est pas spécifique parce que quel que soit l'agent qui va nous agresser, elle va en fait réagir un petit peu de la même façon. Et l'immunité spécifique, elle fait intervenir 2 types de cellules, surtout les lymphocytes B et les lymphocytes T. C'est elle qui va nous permettre de sécréter en fait des anticorps et puis d'avoir une sorte de mémoire. C'est pour ça que quand on a par exemple rencontré une fois un virus, la deuxième fois, on va être capable, c'est le principe aussi de la vaccination, de mémoriser en fait cette défense et du coup, tout va se mettre en branle beaucoup plus vite avec une certaine mémoire. Le système, il est déjà prêt. Et puis, il y a la barrière biologique qui va plus donc nous intéresser ce soir, qui est principalement influencée par la nutrition et puis également par le stress. Donc ça, ce sera la troisième conférence. L'âge, parce que l'âge va forcément intervenir, parce que le système immunitaire, avec l'âge, il va devenir un peu moins performant. La sédentarité joue également un grand rôle et donc, à l'inverse, l'activité physique ou l'excès. Voilà, il faut savoir que l'excès d'activité physique peut être aussi délétère pour le système immunitaire, un peu comme tous les excès. Il faut en faire, mais pas trop non plus. Le système hormonal influence le système aussi, notre immunité, et puis l'état psychologique. On sait qu'on a une sorte de quadrilatère, justement, avec un fort impact de tout ce qui est hormonal et de tout ce qui est psy sur le fonctionnement de ce système. On l'avait vu plus lors de la première conférence. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comment je peux faire? Comment je peux soutenir mon immunité? Moi, je dis toujours soutenir l'immunité, pas la booster, parce que la booster, ça me titille. On entend souvent booster son système immunitaire. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que le booster, c'est pas non plus une bonne solution.
ne faut pas trop le solliciter, il ne faut pas non plus qu'il devienne complètement fou. C'est ce qui peut amener, par exemple, ça me fait penser au Covid. Voilà, on sait que le Covid, il entraîne cette espèce d'orage cytokinique qui est un emballement du système immunitaire. Donc, ce n'est pas bon non plus. Il faut qu'il soit capable de nous défendre, de fonctionner, mais juste voilà, avec soutenir avec donc des nutriments, ce qu'on appelle les nutriments essentiels. Il y a deux classes, les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides. Et puis les micronutriments qui sont principalement les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Et on va revoir ça vraiment plus en détail on va pas mal en parler aussi. Les acides aminés essentiels et puis tout ce qui est pré- et probiotique, on finira par cet aspect-là qui a un rôle sur notre intestin. On va aussi parler un petit peu de l'intestin. Alors, il faut souligner quand même en première qu'on a une problématique actuelle de santé parce qu'on a une surdensité macronutritionnelle, c'est-à-dire des protéines, des lipides et des glucides. On en mange trop. On a, de façon générale, on a un peu en ces trois éléments. Et puis, on a de plus en plus, on constate de sous-densité des micronutriments, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, avec vraiment des carences qui s'amplifient de plus en plus. C'est ce qu'on appelle du coup voilà. Après, il y a la malbouffe, il y a tout ce qui est ultra transformé, qui contient non plus grand-chose. C'est ce qu'on appelle les calories vides. Et puis, on a une perte en fait micronutritionnelle parce qu'on sait qu'on a une perte de concentration des fruits et légumes, notamment au niveau des vitamines et des minéraux. Je reprenais, alors c'est un peu ancien, c'est 2002, mais justement, je me disais, à ce jour, ça doit être encore bien pire. En 2002, déjà il y avait une étude qui comparait la vitamine C entre une pomme de 2002 de plus en plus. Alors, on va peut-être pouvoir inverser la tendance avec l'agriculture bio, avec voilà, tout ce qui peut être mis en œuvre, la permaculture, etc. Mais pour l'instant, on est plutôt en perte quand même de concentration parce qu'on a une agriculture voilà, qui est trop intensive, les sols s'appauvrissent, il y a de la pollution, il y a des pesticides, on récolte souvent les fruits et les légumes, ils ne sont pas à maturité, ils sont cueillis beaucoup trop verts. Et ensuite, il y a des process de raffinage, du stockage qui est trop long, des conditions d'acheminement qui ne sont pas optimales, pas aux bonnes températures, qui sont souvent trop longues. Il faut savoir qu'un aliment, plus on attend et plus il perd en fait en richesse en nutriments. Tout ça fait que ça devient très compliqué de bien se nourrir. Donc, on va aussi voir l'aspect, moi c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence, quels sont vraiment les éléments pour lesquels normalement je peux trouver une source dans mon alimentation et puis pour lesquels je conseille vraiment d'aller sur une complémentation parce que malheureusement l'alimentation, elle ne va pas suffire. Alors, les macronutriments, je voulais quand même en parler parce qu'il y a aussi, c'est intéressant de savoir tout ce que chaque catégorie contient et puis comment je peux faire pour avoir un apport intéressant et optimal. Qu'est-ce que je dois privilégier plutôt ça qu'autre chose? Alors, dans ces macronutriments, donc, ce sont les protéines, les lipides et les sucres. Les protéines, on va surtout les trouver chez les animaux, donc viande, poisson, et puis tous les sous-produits, les œufs, les produits laitiers. Il y a des protéines dans de nombreux végétaux, principalement dans les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois cassés. Les céréales contiennent des protéines. Il y en a aussi dans les oléagineux, c'est-à-dire les amandes, enfin tous les fruits à coque, les pollens et les algues. On recommande, les recommandations actuelles vraiment au niveau national,
c'est de consommer moitié-moitié, d'avoir un apport moitié animal, moitié végétal. Ces protéines, elles servent à quoi? Elles servent au fonctionnement de tout notre corps, à la composition de tous nos cellules, de tous nos tissus. Elles ont vraiment un rôle de structure de notre corps. Elles servent aussi à transporter l'oxygène et puis elles constituent en fait les membranes de nos cellules. Donc, qui dit cellules dit voilà, notre corps il est fait de cellules. Si on ne mange pas de protéines, nos cellules elles se renouvellent, hein. Donc, on ne pourra pas renouveler nos cellules. Donc, on ne peut pas fonctionner sans protéines. Elles vont servir pour le système immunitaire, plus spécifiquement à fabriquer des anticorps et puis aussi à fabriquer des hormones, des enzymes, des neurotransmetteurs. Voilà, elles ont vraiment un rôle essentiel. Et donc, les besoins sont généralement couverts, mais pas toujours. On sait que chez les personnes âgées, on peut avoir, avec l'âge, souvent, on a moins envie en fait, de manger des protéines. Donc, on peut avoir vraiment des carences en protéines chez des personnes âgées et puis aussi chez des personnes qui vont être végétariennes et encore plus voilà, végétaliennes. Si ce n'est pas bien équilibré, on peut avoir des soucis. On sait qu'on a besoin, pour un adulte voilà, d'âge moyen, avec une activité, je dirais, normale, voilà, un peu la personne standard, on a besoin de 0,83 grammes par kilo de poids corporel et par jour de protéines. Chez une personne âgée, il en faudra plus, parce qu'on sait que les cellules fonctionnent moins bien, donc il faut justement manger plus de protéines et pas moins, ce qui est souvent la tendance quand même. Et puis, dès qu'on est dans des conditions un peu plus particulières, par exemple les femmes enceintes, allaitantes et les sportifs, le taux de protéines va être augmenté. Voilà, il en faut un peu plus, entre 1,2 et 1,5 grammes par kilo et par jour. Alors ça, je me suis un petit peu amusée à faire un comparatif parce que ce n'est pas toujours évident de s'imaginer qu'est-ce que chaque aliment contient. Alors, j'ai trouvé en fait des chiffres et puis je suis allée voilà, faire des recherches avec 120 grammes de chacun de ces aliments. Par exemple, 120 grammes de blanc de poulet, on aura 28 grammes de protéines. Dans 120 grammes de lentilles, on en aura plus, on en aura 32. Après, c'est plus facile de manger 120 grammes de blanc de poulet que 120 grammes de lentilles. On va peut-être arriver à satiété un petit peu avant d'avoir mangé les 120 grammes. Dans 120 grammes d'œufs, c'est-à-dire en général, ça fait à peu près 2 œufs, 3 œufs, ça dépend de la taille des œufs, on aura 13 grammes de protéines. Ensuite, j'ai mis les sardines. Dans 120 grammes de sardines, on en aura autant que dans du blanc de poulet et puis un tout petit peu moins que dans des lentilles. Dans 120 grammes de fromage de comté, alors ça fait beaucoup par contre, la portion, en général, une portion de fromage, c'est à peu près 40-50 grammes. 120 grammes, ça faut déjà aller manger, je sais pas, une tartiflette ou voilà, une grosse quantité de fromage. On en aura 32. Et puis, dans une viande de bœuf et là, une entrecôte, on en aura 24 grammes. Donc, on voit que souvent, on se dit, les protéines, c'est beaucoup dans la viande rouge. Non, ce n'est pas que dans la viande rouge, c'est aussi dans les lentilles, c'est aussi dans le poisson et c'est aussi, voilà, les viandes blanches contiennent aussi énormément de protéines. Le poulet et la dinde en contient énormément. Alors, juste une petite vigilance. Ne pas en manger trop. L'excès de protéines, ça va mener à une acidification du corps. Qui dit acidification dit inflammation. Qui dit aussi trop de protéines dit risque de calculs rénaux. Ça va bloquer, voilà, il y a trop d'accumulation, ça va bloquer au niveau rénal. Et ça risque d'engendrer une déminéralisation au niveau osseux, puisque qui dit acidification, pour aller tamponner et ramener toujours à notre pH, voilà, notre zone de vie, je dirais, l'organisme, pour tamponner, va aller chercher dans les minéraux. Et ça pourrait faire, je me disais, l'objet d'une conférence presque à part entière. L'intérêt, c'est de consommer les protéines le matin pour après les fabriquer, tous nos neurotransmetteurs. Voilà, le soir, on n'en a pas vraiment besoin pour aller se coucher. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un apport de protéines. Et voilà, je voulais souligner ça parce qu'en France, on n'est pas toujours très doué pour, après c'est culturel, hein, c'est voilà, pour avoir un apport protéiné le matin. Ensuite, la deuxième catégorie de macronutriments, ce sont les lipides, donc toutes les matières grasses.
Ça, les recommandations, c'est d'avoir un apport de 80 à 100 grammes par jour. Dans ces lipides, on a surtout deux grandes classes. Les acides gras saturés, c'est-à-dire les graisses animales, enfin en grande partie, qu'on va trouver donc surtout dans la viande, mais aussi un petit peu dans le chocolat, dans l'huile de coco, dans le beurre, dans le cacao aussi. Alors, on les a beaucoup diabolisés parce qu'on sait que c'est les acides gras saturés qui sont mauvais pour la santé, pour le système cardiovasculaire, qui vont aller s'accumuler dans notre circulation au niveau des artères. Mais on en a quand même besoin, il en faut un petit peu. Si on n'a pas d'acide gras saturé, on ne pourra pas fabriquer notre cholestérol. Et notre cholestérol, il sert quand même à fabriquer nos hormones. Et nos hormones, on en a besoin pour vivre. Donc, il en faut un peu. Alors, lesquels choisir? Il vaut mieux limiter les charcuteries, les fritures, les viennoiseries, les sauces du commerce toutes prêtes et aller plus pour avoir un bon apport d'acides gras saturés, se tourner plus vers du beurre de bonne qualité, du beurre fermier, du beurre de baratte et du fromage, plutôt que de la charcuterie, des fritures, etc. Et puis ensuite, on a les acides gras insaturés qui, eux, sont beaucoup plus mis en avant, mais on en manque bien souvent. En quantité assez, on manque d'acides gras insaturés en général. Donc, il y a trois classes. Il y a les monoinsaturés, deux classes, pardon, et les polyinsaturés. Ce sont les fameux oméga 3, oméga 6, oméga 9, qu'on va trouver principalement dans les huiles végétales, dans les oléagineux, et puis aussi dans tous ces petits poissons des mers froides. Les sardines, les maquereaux, les harengs, et puis on en trouve aussi un petit peu dans d'autres choses, et notamment dans le foie de morue. Ils servent à quoi ces acides gras insaturés? Ils sont super importants parce qu'en fait, ils participent vraiment à la formation des membranes des cellules. Ils sont hyper importants pour nos cellules nerveuses, nos neurones, et puis ils servent aussi à transporter les vitamines et à synthétiser des hormones. Donc, ils sont vraiment fondamentaux et très souvent, il y a des carences en acides gras insaturés. Il en faut dans la proportion donc, de lipides environ 45 à 60 grammes par jour. Alors, je voulais préciser, les huiles végétales, on est souvent un petit peu perdu. Souvent au cabinet, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme huile? Elles sont toutes intéressantes. Il faut savoir que l'huile d'olive, qu'on a beaucoup mise en avant et qui est intéressante, l'huile d'olive, elle est bonne pour la santé, mais elle ne contient que des oméga 9. Idem pour le tournesol et puis le cartame oléique, qui est une huile un petit peu moins courante. Les oméga 6, on va en trouver dans l'huile d'onagre, de bourrache, l'huile de pépins de raisin, l'huile de chanvre, de maïs, de tournesol et de sésame. Et les fameux oméga 3, c'est vraiment la classe pour laquelle on est souvent carencé, un peu en manque. On va la trouver dans le chanvre, l'huile de colza, l'huile de cameline. C'est vraiment le colza et la cameline qui en contiennent le plus. Et puis qui, je dirais, sont les huiles les plus, au niveau goût, qui sont un petit peu plus passe-partout. L'huile de noix aussi en contient pas mal. Et puis ensuite, on a dans le germe de blé, l'argan et le lin. Et puis, ce n'est pas une huile, mais il y a aussi pas mal d'oméga 3 dans les graines de chia. Voilà pour vraiment vous informer sur cette répartition entre oméga 3, oméga 6, oméga 9. Et on a besoin des trois. Et ce qui est important, c'est surtout d'avoir un équilibre oméga 6, oméga 3. En général, des oméga 6, on en a très largement assez parce qu'on en trouve dans la viande, dans les produits laitiers, dans beaucoup de choses finalement, les oméga 6. Il faut pas non plus, il faut vraiment avoir un bon ratio. Souvent, on dit qu'il faut, alors ils ne sont pas tous d'accord, mais à peu près 5 ou 6 portions d'oméga 6 pour une d'oméga 3. Et pas avoir trop d'oméga 6 parce que dès lors qu'on a trop d'oméga 6, ça va empêcher, même si on se fait des efforts pour apporter à notre corps des oméga 3, si on a trop d'oméga 6, ça va empêcher les oméga 3 d'être correctement utilisés. Donc, il faut veiller un petit peu à ce rapport correct. Les oméga 3, on en a vraiment besoin pour notre cerveau, pour notre cœur, pour nos yeux, et ils ont une activité anti-inflammatoire, qui est vraiment
intéressantes pour voilà, que ce soit si on a des problèmes articulaires ou n'importe quel problème. Voilà, il y a beaucoup voilà, de pathologies ou de problématiques où on a une inflammation. Ceux qui vont être très intéressants, c'est tout ce qui est oméga 3 à longue chaîne et en particulier l'EPA et le DHA qui sont bénéfiques surtout au niveau de nos neurones. Et ça, donc, on les trouve surtout dans les huiles végétales dont on parlait. L'apport approprié devrait être d'une cuillère à soupe par jour. Et puis, on va en trouver, là, je crois que c'est un macro, mais aussi donc dans les sardines et les harengs. Et donc, il serait recommandé d'en consommer 1 à 2 fois par semaine. Alors, il y a une problématique quand même par rapport à ça qui est important de souligner, c'est que ces poissons, dès lors qu'ils sont cuits, on va perdre en oméga 3. Donc, soit il faut faire vraiment une cuisson douce, soit il faudrait les manger crus. Mais bon, les sardines et les maquereaux crus, je ne sais pas d'ailleurs si ça peut se manger cru, mais ça ne doit pas être terrible, terrible. Et les huiles végétales, le souci, c'est que à partir de 40 ou 50 ans, on n'a souvent plus vraiment la capacité de les transformer en EPA DHA. Voilà, il y a des cascades en fait qui se font un peu plus difficilement et de plus en plus, j'étais encore lundi j'étais en formation et on parlait de ça et on recommande du coup de plus en plus de se complémenter en oméga 3. Voilà, après, il faut aller sur des bonnes qualités d'oméga 3 parce qu'il faut faire attention à ça parce que ça peut être un petit peu compliqué, surtout à partir d'un certain âge, d'avoir un apport correct. Et puis après, il y a les conserves. Alors, les conserves, c'est bien de temps en temps. Voilà, les boîtes de sardines ou de maquereaux. Mais bon, il y a quand même une problématique aussi au niveau de la boîte qui peut… voilà, on sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens au niveau des boîtes de conserve. Au niveau des huiles végétales, il faut vraiment privilégier les huiles vierges de première pression à froid, voilà, qui sont vraiment pressées de façon naturelle pour avoir une bonne qualité après d'acides gras et d'acides gras polyinsaturés. Et puis faire attention à tout ce qu'on appelle acides gras trans. C'est des acides gras polyinsaturés, mais qui sont obtenus industriellement, qui sont chauffés. Et du coup, le fait de le chauffer, ça va les rendre toxiques. Donc, on croit qu'on apporte des macronutriments intéressants à notre corps, mais en fait, voilà, ça peut être toxique. Donc, tout ce qui est margarine hydrogénée, biscuits industriels, produits voilà, ultra transformés en général, ces acides gras vont être en fait transformés et puis devenir toxiques pour notre corps. Et puis la dernière classe de macronutriments sont les glucides, donc les sucres simples et complexes. Alors eux, ils sont intéressants parce qu'ils vont fournir de l'énergie à notre organisme, à nos cellules, et notre cerveau, il ne peut pas fonctionner sans sucre, c'est impossible. S'il n'a pas de sucre, il va aller chercher d'autres choses et les transformer en sucre en fait. On a besoin de 4 grammes de sucre par heure pour faire fonctionner notre cerveau et il nous en faut 200 à 400 grammes par jour. Alors, le sucre, ce n'est pas seulement le sucre en tant que tel, hein, mais ce n'est pas que le sucre en poudre, c'est les fruits, c'est le miel, c'est tous les farineux qui contiennent des sucres, la pomme de terre, le potiron, les céréales, le pain, les légumineuses, les légumes racines comme la carotte, la betterave, le lait. Là, il y a beaucoup d'aliments qui contiennent, souvent on me dit, mais je ne mange pas de sucre. Si, on mange tous des sucres en général parce que voilà, il y a beaucoup d'aliments qui en contiennent. Le foie, il a ce rôle de stocker aussi le sucre. On a toujours une réserve de sucre. Comme notre cerveau, il en a besoin en permanence, il va y avoir une forme de stockage. Et puis, on conseille souvent de privilégier les sucres à index glycémique bas pour éviter en fait d'avoir des pics. Si on a des index glycémiques trop hauts, ça veut dire qu'en fait, quand ils vont arriver dans notre corps et dans notre circulation sanguine, on va avoir un pic d'insuline.
parce que le corps va, voilà, l'insuline va être sécrétée par le pancréas pour que le sucre, ben, il y en a trop dans le sang, donc il faut qu'il rentre dans les cellules. Donc il y a un pic soudain quand il y a un index glycémique trop haut qui n'est pas très bon pour notre métabolisme, qui peut, voilà, à force, ben, provoquer des hypoglycémies réactionnelles, des problèmes cardiovasculaires et puis aller jusqu'à des problèmes de diabète. Donc, les index glycémiques bas, ben, c'est un peu toujours les mêmes, hein. C'est les légumes, les fruits entiers, les légumineuses qu'on retrouve souvent, les céréales, dès lors qu'elles sont plutôt complètes ou demi-complètes. Voilà, le problème des céréales blanches, c'est-à-dire du riz blanc ou d'une pâte de blé blanche, c'est que ben, il y a cette espèce de flush d'insuline au niveau sanguin, alors qu'une céréale demi-complète ou complète, alors ça dépend des personnes, hein. Les céréales complètes, c'est bien, mais pour certaines personnes, ça peut ne pas convenir. Donc, quand on ne sait pas trop, ben, on prend une demi-complète qui va déjà être intéressante. Et puis, en plus, c'est plus riche en fibres. Donc, pour notre intestin, il va préférer. Alors, on va passer maintenant, on va discuter de tout ce qui est micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments dont notre système immunitaire a besoin. Alors, il a besoin de pas mal de choses. Au niveau vitamines, il a besoin quasiment de toutes les vitamines, mais surtout, je les ai mises en rouge, de vitamine C et de vitamine D. Ce sont vraiment les deux principales pour avoir un bon fonctionnement de notre immunité. La vitamine A, en fait, on en a uniquement besoin parce qu'elle est indispensable à l'activité de la vitamine D. Si on apporte la vitamine D mais qu'on n'a pas de vitamine A, ça ne va pas servir à grand-chose. La vitamine B, elle est intéressante parce qu'elle va servir à activer en fait nos cellules de l'immunité, que sont les lymphocytes. Voilà, on a des différents stades de maturation. Donc, il faut que pour que le système immunitaire se mette en branle, que ces lymphocytes, par moment, puissent être activés. Et donc, pour ça, on a besoin de vitamine B. Et puis, elle sert aussi à fabriquer des anticorps. Et puis, ben, la vitamine C, elle est indispensable. C'est vraiment le carburant des lymphocytes. La D, elle sert à l'activation. Et puis, la E, elle est importante aussi. Je ne l'ai pas mise en rouge, mais on aurait pu. Parce qu'elle va stimuler la phagocytose. La phagocytose, c'est une sorte de cellule, en fait. Dès qu'on est infecté ou dès qu'il y a un agent qui est pathogène, voilà, qui ne devrait pas être là, qui arrive à n'importe quel niveau, même au niveau de la peau, on va avoir des cellules qui viennent le manger, en fait. C'est vraiment le premier système de défense. Et pour ça, pour fonctionner, elles ont besoin de vitamine E. Alors, tous ces micronutriments, on va les voir un petit peu plus en détail pour voir dans quoi on les trouve. Et puis, pour chacun d'entre eux, est-ce que j'ai besoin, est-ce que mon alimentation me suffit ou est-ce que j'ai besoin peut-être de temps en temps d'aller prendre, voilà, d'aller chercher dans un complément alimentaire un apport un petit peu plus conséquent. Alors, la vitamine A, on la trouve dans beaucoup de choses. Il peut y avoir des carences, mais voilà, c'est vraiment un dosage sanguin pour voir s'il y a des carences. Généralement, c'est assez rare. On la trouve dans beaucoup de produits animaliers, le beurre, le fromage, les œufs, le foie des animaux, et puis tout ce qui est orange de façon générale. Donc, mon conseil, c'est pour en avoir, c'est manger orange. Mettez dans votre assiette en ce moment, par exemple, du melon, des abricots, un peu de carottes, et puis en hiver, tout ce qui est courge, et vous êtes sûr d'avoir assez de vitamine A. Dernièrement, je ne sais plus, de façon vraiment très spontanée, il y a eu un soir où j'ai dit, mais on a mangé orange toute la soirée. Donc, on a un bel apport. La vitamine B, on la trouve un peu partout. Dès qu'on mange varié, en général, il n'y a pas de souci au niveau des apports en vitamine B. Donc, vraiment, aucun besoin d'aller se complémenter. La vitamine C, on va la trouver surtout dans les agrumes. Voilà, manger des agrumes, c'est bien, mais pas trop non plus, parce que ça peut acidifier le corps et puis ça ne convient pas forcément à tout le monde. Mais on la trouve aussi beaucoup dans les fruits rouges et en ce moment dans la fraise.
voilà, une fraise, si possible de France, hein, pas une fraise d'Espagne qui pousse sous des lampes et qui est bien enrobée de produits chimiques. Le cassis aussi va en contenir, le persil. Et puis, on peut là, de temps en temps, je pense, quand on est dans des périodes où on en mange moins, parce qu'on en trouve quand même dans finalement assez peu de choses, se complémenter avec des vitamines C naturelles qu'on va trouver dans des comprimés d'acérola ou dans l'argousier. On peut voilà, boire le matin, par exemple, des jus d'argousier. C'est vraiment un peu au cas par cas, avec des apports du coup d'1 gramme par jour. Ce n'est pas la peine d'aller prendre des kilos là, de vitamine C. Notre corps, il est capable d'assimiler en fait à peu près 500 mg de vitamine C à chaque fois. Donc, si vraiment on veut en apporter plus, il faut fractionner l'apport dans la journée. Prendre 1 gramme de vitamine C le matin, ça ne sert à rien. Le corps, il n'est pas capable en fait de gérer 1 gramme, il est capable de gérer 500 mg. La vitamine D, alors surtout la D3, c'est celle qu'on va synthétiser quand on se met au soleil. Malheureusement, alors là en ce moment ça va un peu mieux, mais on n'a pas assez d'apport. Il faudrait vraiment se mettre pendant 20 minutes, quasi en maillot de bain ou en short, avec voilà, la plupart du corps exposé au soleil tous les jours. Et puis, on a toute la période voilà, hivernale où on est en manque de soleil. Et puis, on sait qu'on doit se protéger. Voilà, le soleil peut aussi engendrer d'autres soucis. Donc, la vitamine D3, elle est vraiment hyper importante. On va la trouver dans les sardines, les maquereaux, les anchois, les œufs, les champignons et les harengs. Donc, c'est aussi un peu une niche, je dirais, alimentaire. Donc, mon conseil, c'est quand même au moins en hiver, de se complémenter avec des vitamines D3 naturelles que vous allez prendre tous les jours. On en trouve donc en gouttes, soit en pharmacie, en magasin bio, enfin, ou si vous allez voir un professionnel naturopathe ou autre. On va la trouver, soit elle vient du lichen, soit elle vient du mouton. Et donc, on prend, selon les dosages, 1 goutte, 2 gouttes tous les soirs. On peut faire des dosages, ça se fait très facilement à l'occasion d'un bilan sanguin. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça ne l'est plus en tout cas, sauf si vraiment il y a voilà, je dirais un terrain d'ostéoporose ou une problématique familiale. Voilà, je sais que je fais un dosage, je fais une prise de sang par an, un bilan, et puis j'ai fait mon taux de vitamine D3 la semaine dernière qui était bon. Il faut qu'elle soit en général entre 30 et 100 nanogrammes par millilitre, je crois. Et il faut toujours, quand on en prend, veiller à ce qu'on ait un bon apport en magnésium, parce que sinon, souvent, en fait, ça marche un peu par couple, par binôme. Le magnésium va servir, en fait, va aider à son assimilation. Et puis, bon, il faut faire attention s'il y a des problèmes de calcémie ou de calculs rénaux. Voilà, on ne peut pas non plus prendre tout et n'importe quoi s'il y a voilà, un terrain avec certaines pathologies. La vitamine E, on va la trouver surtout dans les amandes, les noisettes, l'huile de germe de blé, et puis encore dans les sardines, et puis beaucoup aussi dans l'avocat. Donc, l'alimentation, si on mange de ces aliments-là, va suffire. Et puis, on peut éventuellement, pour certaines personnes, ou si on sait qu'on mange peu de ces aliments, avoir un apport, mais vraiment transitoire, sous forme de gélules, en sachant qu'il faut éviter la vitamine E si on est sous fluidifiant sanguin, si on a un problème d'ulcération digestive ou s'il y a eu un AVC. Après, donc là, on a vu vraiment les vitamines indispensables. On a aussi des minéraux et des oligo-éléments. Les 4 vraiment qui servent à notre système immunitaire, c'est le zinc, le cuivre, le sélénium et le magnésium. Le zinc, c'est un peu, avec le magnésium, le roi du système immunitaire. On en trouve dans pas mal d'aliments. On peut toutefois, donc harengs, jaune d'œuf, oléagineux, légumineuses, graines de courge, les huîtres, les crustacés contiennent beaucoup de zinc. Les mollusques, la viande, donc en général, les apports de zinc peuvent être couverts, mais pas toujours. On peut faire des petites cures de temps en temps.
pas plus d'un mois, jamais plus. Et on le prend sous forme de, voilà, souvent c'est des ampoules, en dehors des repas. Le cuivre, il est dans pas mal d'aliments. Dès lors, je dis qu'on mange un peu de chocolat noir, 1 ou 2 carrés par jour, ou des lentilles 2 fois par semaine. On va avoir ces apports en cuivre et on ne se supplémente jamais en cuivre, sauf s'il y a vie médicale, sauf s'il y a une carence qui est mise en évidence. Le sélénium, il est important pour le système immunitaire. C'est un grand antioxydant aussi. Mon conseil, c'est souvent de manger ces grosses noix du Brésil ou noix d'Amazonie. Vous en mangez 1 ou 2 par jour et vous êtes sûr d'avoir votre taux de sélénium. Et le magnésium. Le magnésium, alors on le trouve dans les aliments, mais on sait, il y a eu des études, on est plus de 80% de Français actuellement, et puis je pense que c'est général dans le monde, à être carencés en magnésium parce que le stress nous pompe notre magnésium et puis parce que les aliments sont de plus en plus appauvris en magnésium. Le magnésium, il est fondamental, il intervient dans plusieurs centaines de réactions dans notre corps. Et voilà, souvent je conseille quand même, alors pas en continu, mais de façon vraiment périodique, d'aller se supplémenter en magnésium avec des bonnes formes, soit du glycinate ou du glycérophosphate, et pas s'il y a une insuffisance rénale. On a vu là vraiment tous les micronutriments qui sont indispensables, voilà, qu'on va trouver en faisant nos courses, en achetant voilà, nos aliments et puis en cuisinant, en mettant tout ce qu'il faut dans notre assiette. Je voulais quand même souligner, ça me paraissait incontournable, indispensable, l'intestin. On en revient toujours au même, qui a un rôle clé puisque la muqueuse intestinale, c'est une barrière naturelle contre tous les agents pathogènes et que les bactéries qui composent notre microbiote, donc on a 2-3 kilos de bactéries au niveau de notre intestin, elles ont un rôle d'empêcher justement ces pathogènes de se développer, de se multiplier. Et puis, ce microbiote, ces bactéries, elles vont participer à la production de certaines vitamines et à l'absorption des nutriments dont on vient de parler, de tous ces nutriments. Donc, notre intestin, il est fondamental, en fait. C'est un peu la dernière chaîne du maillon. On peut super bien manger, mais si ça fait que traverser et si ce n'est pas absorbé, si ça ne rentre pas véritablement dans notre corps, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, il faut toujours chouchouter son intestin, limiter son stress, voilà, que ce soit par des respirations, du sport, du yoga, toutes les disciplines qui peuvent convenir à chacun. Aller vers des aliments fermentés, du kéfir, on parle de plus en plus. Voilà aussi de la lactofermentation qui peut être intéressante, pas chez tout le monde, mais elle peut être intéressante. Et puis d'avoir des apports en pré et en probiotiques. Faire des petites cures, pourquoi pas, de temps en temps. Et puis, on peut voilà, avoir acheté des bons aliments, des bons légumes, des bons fruits, aller chez des producteurs, faire son marché, voilà, faire tous les efforts du monde. Mais si après, on cuisine de façon inadéquate, ça ne va pas le faire non plus. Alors, bon, j'ai mis alimentation, bien sûr, fait maison, variée, limiter tout ce qui est ultra transformé, limiter, voilà, on peut en manger, mais le moins possible. Mastiquer, toujours le rôle de la mastication, qui a un rôle vraiment important sur notre digestion. Essayer de favoriser tout ce qui est circuit court pour pas avoir cette perte en composition des aliments, parce que ça a traîné pendant des jours et des semaines dans les camions et puis sur les étals. Veiller bien sûr à la qualité. Nous aussi, voilà, ne pas faire des courses et laisser traîner les aliments pendant des jours et des semaines au fin fond du frigo. Il n'y aura plus rien dedans. Et puis, cuire, ne pas surcuire. Voilà, aller sur des cuissons douces, à la vapeur, et puis éviter tout ce qui est chauffer trop fort. Voilà, les fours à 200 et quelques degrés, les wok qui sont, alors la cuisson wok, elle peut être bien, mais pas trop chaud. Et puis le micro-ondes qui peut aussi aller dénaturer nos aliments.
Moi, j'aime bien mettre cette photo, ça réveille un petit peu avant d'aller sur la fin. Et puis, pour souligner aussi l'importance de la couleur, de l'aspect de ce qu'on mange. C'est super important aussi d'avoir une belle assiette, de s'installer, d'être dans de bonnes conditions pour manger. On peut avoir le meilleur des aliments du monde, mais si on le mange debout, vite fait, dans une assiette qui est moche, et voilà, ça a son rôle aussi. En fait, c'est un peu comme tout ce qui est hygiène de vie et tout ce qui va concourir à notre bien-être. Il y a toujours plein d'éléments en fait qui, associés les uns aux autres, vont faire qu'on arrive à quelque chose d'optimal et de bon pour nous. Après, je voulais souligner faire deux petites additions, je dirais. Souligner tout ce qui est super aliment. On appelle super aliment tout ce qui est plus concentré en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Et ça va être les graines germées. Les graines germées, on peut les faire germer chez soi, hein. Moi, j'en fais régulièrement, enfin presque en permanence. Avec un petit germoir, on achète des graines, on arrose. Et on va avoir une très grande concentration dans ces graines germées. On peut aussi les acheter toutes prêtes, hein, en vitamines et surtout en enzymes qui vont aller favoriser les réactions du corps et vraiment aider en fait notre métabolisme. On a les algues de mer qui sont très riches aussi en plein de macro et de micronutriments. Voilà, la nori, le wakame, enfin, il y en a plein qu'on peut acheter, soit déshydratés, soit déjà tout prêt. Il y a des tartares aussi d'algues. Attention aux algues de mer s'il y a des hyperthyroïdies parce que ça va accélérer. Et puis aussi aux maladies auto-immunes. Voilà, on n'a pas parlé, on en a parlé la dernière fois des maladies auto-immunes où le corps finalement se retourne un peu contre lui-même. On ne va pas aller surstimuler avec des algues si déjà il y a un problème d'immunité envers le soi, je dirais. Les jus de légumes peuvent être aussi intéressants. C'est un peu des super concentrés en vitamines, soit du commerce, mais encore mieux si on les fait soi-même. Et puis, il y a des jus d'herbe aussi, de l'herbe de blé, de l'orge, qui, eux, vont être aussi intéressants, toujours pour les micronutriments et puis pour la chlorophylle. La chlorophylle, ça a un rôle un peu prébiotique au niveau de l'intestin. Donc, ça va être intéressant aussi pour notre microbiote. Et puis, il y a les produits de la ruche qui vont aussi participer à l'immunité et au soutien en fait, de notre système immunitaire. Qu'on peut par période, alors souvent c'est plutôt l'hiver ou à l'automne, faire une petite cure avec du miel, alors surtout miel de thym, de sapin, de ronce, qui sont vraiment les trois miels qui vont être intéressants pour l'immunité. Puis le célèbre miel de Manuka, voilà, qui vient de Nouvelle-Zélande, je crois, donc qui est un petit peu cher, mais de temps en temps, on peut s'offrir un pot. Il y a tout ce qui est pollen. Faire de temps en temps, par exemple à l'automne surtout, une cure de pollen, notamment de châtaignier ou de cyste, qui va permettre de soutenir le système immunitaire. On ne prend pas de pollen s'il y a un terrain allergique ou s'il y a un ulcère à l'estomac. Ça va intensifier l'ulcère. On fait en général un mois de cure et puis attention au pollen, on ne le prend jamais à jeun, ça peut être très irritant. Et puis il y a la gelée royale, alors il faut trouver de la gelée royale de bonne qualité, soit fraîche, soit lyophilisée, on en trouve dans les pharmacies, dans les magasins bio souvent, qu'on prend le matin et qui est surtout, là j'ai mis chronicité des troubles, c'est quand on sait, on la conseille souvent quand on sait qu'il y a des problèmes d'immunité un peu l'hiver à répétition. Voilà, les gens qui font, je sais pas, des rhumes à répétition, des sinusites à répétition, des angines à répétition, on va aller conseiller de la gelée royale. Mais toujours pas s'il y a de l'allergie. Alors finalement, pour synthétiser un peu le tableau des compléments alimentaires, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de prendre pour son système immunitaire au niveau complémentation? Je dirais qu'il y a les complexes multivitaminés. Quelque part, on est sûr de ne pas trop se rater. On va avoir une association de pas mal de choses. Le corps, il va prendre souvent ce dont il a besoin. Et puis, s'il n'en a pas besoin, ça va être éliminé.
La vitamine, sauf pour certains, mais en général, voilà, ils sont conçus de façon intelligente et voilà, ça ne peut pas être délétère. La vitamine D3, moi, je pense que c'est un incontournable, surtout en période où il n'y a pas de soleil, où on ne s'expose pas au soleil. La vitamine C, par petite cure. Il faut savoir que la vitamine C aussi, dès lors qu'on est fumeur, on va avoir beaucoup plus besoin d'apport en vitamine C parce que voilà, la nicotine va aller, je ne sais plus par quel mécanisme, on a une perte de vitamine C. Le magnésium, le zinc éventuellement, c'est bien de faire quand même un ionogramme pour voir où on en est au niveau de son taux de zinc. Les oméga 3, surtout après un certain âge, je pense que ça devient compliqué d'avoir un apport par l'alimentation, donc pas en continu, mais on fait des petites pauses, on fait des cures et puis on veille. Voilà, les oméga 3, il faut faire attention, parce que si on va prendre des huiles de poisson qui sont contaminées par des métaux lourds, c'est pas tip-top non plus. Il faut vraiment veiller à la qualité, voilà, à ce qu'il y ait voilà, des filtrations et une belle qualité de richesse en oméga 3, une bonne extraction, je dirais. On peut faire des cures de probiotiques aussi, ça va être plus pour avoir un intestin en état optimal pour que tout ça transite bien et que notre corps profite de ce que l'on mange. Et puis, on peut avoir aussi de temps en temps cette petite cure, surtout à l'automne, en oligo-éléments, le fameux les boîtes jaunes et rouges. Là, moi, j'en prenais, ma maman m'en donnait déjà, donc c'est vieux comme le monde, de cuivre or argent qui va aller soutenir, sur une petite cure en automne, notre système immunitaire. Pas trop longtemps non plus. Eh bien, pour conclure, cette grande voilà, revue de tout ce que l'on peut acheter et consommer pour avoir une immunité au top, je dirais, un passeport immunité plus, avoir donc une alimentation de qualité, voilà, avec, après ça dépend de son environnement, où on vit, mais souvent on a quand même, si on cherche, on peut avoir des approvisionnements des producteurs ou des filières. Voilà, il y a de plus en plus de choses quand même qui sont à notre disposition. Combler donc éventuellement les carences, faire un dosage s'il y a besoin. Bouger, parce que bien manger, si on ne bouge pas derrière, le corps il va s'encrasser. Donc on a besoin aussi de bien s'alimenter, mais de bien, voilà, et c'est un circuit aussi tout ça, de bien éliminer nos cellules. Elles ne sont pas là dans le même état toute notre vie, hein, elles meurent, elles se renouvellent, donc il faut que tout ça, ça bouge. Prendre soin de son intestin et puis jamais oublier le plaisir. Il faut se faire plaisir tous les jours. Manger bien, c'est bien, mais si ça devient triste à mourir parce qu'on se dit qu'il faut que je mange ça et ça et ça, et puis que je ne peux pas manger ça et ça, parce qu'on se l'interdit, c'est toujours la même chose. Le système nerveux, il communique avec l'intestin et si l'axe entre les deux, il ne se fait pas dans de bonnes conditions, avec du plaisir, si les circuits ne sont pas, je dirais, enveloppés de plaisir, eh ben, ça va mal se passer. Et donc, du coup, on va toujours déstabiliser. Manger bien, oui, mais de temps en temps, il faut, même si on sait que c'est moins bien, même si on fait des écarts, on en a besoin aussi pour pouvoir nourrir voilà, un peu plus notre émotionnel et puis notre, voilà, notre notion de plaisir. Eh bien, je terminerai par un petit rappel donc sur mon activité à Ostéo et Plus, donc qui est située au Mans, et donc vous pouvez trouver les cartes de visite en salle d'attente et prendre rendez-vous directement par mail, et la consultation donc se fait en visio à distance avec, je vous envoie un lien Zoom, et ensuite tous les documents vous parviennent, tout le programme en fait de conseils en naturopathie vous parvient par mail, donc avec des conseils vraiment très individualisés en alimentation, et puis voilà, ça peut être après utilisation de l'eau, des fois on fait des respirations, etc., etc.
etc. Et le programme est généralement additionné de fiches conseils sur des thèmes qui peuvent vous intéresser et vous permettre de développer avec un peu plus de détails ce qui est approprié pour vous. Voilà, des fois, c'est des fiches recettes, des fois, c'est des fiches plus sur les fondamentaux d'une problématique.